Faut-il ou pas prendre un crédit bancaire pour développer son activité? C'est une question importante à laquelle les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs doivent répondre assez rapidement. Nous avons beaucoup parlé de financement lors de notre récente édition de Back to Africa au Palais des Congrès qui s'est tenue le week-end dernier. C'était un événement magique. Les images et tout le reste arrivent dans les prochains jours. Mais je voulais vous faire part de quelques extraits de ces 2 jours de formation intense afin que vous qui n'avez pas pu participer, que vous vous rendiez compte de ce que vous avez raté. Je le redis encore, à Back to Africa, nous essayons de ramener du contenu exclusif. Nous faisons parler des experts afin qu'ils aillent en approfondissement pour nous permettre de prendre les bonnes décisions entrepreneuriales. Et dans ce panel-là, nous avons eu 3 visions différentes du crédit. Un directeur de banque, Jean-Claude Tipama, qui nous explique, d'après lui, pourquoi il faut prendre le crédit. Un financier, Stanislas Zézé, qui fait de la notation financière, donc qui connaît très bien l'univers du financement, qui nous explique que lui, il recommande de prendre le financement dans un seul cas de figure, et un industriel, Bertin Thiofo, qui livre sa version. C'est un panel qui est allé dans une dimension que l'on n'attendait pas, comme vous allez pouvoir le constater vous-même dans les prochaines minutes. Je vous mets la totalité du panel gratuitement. Je précise que ce panel a eu une deuxième partie le dimanche parce qu'il fallait que l'on tire des conclusions. La première partie était tellement houleuse que j'ai estimé qu'il était pertinent de refaire une deuxième partie. Et dans la deuxième partie, en plus des 3 premiers dont je viens de parler, il s'est rajouté Moussadek Bali, le PDG du groupe Azalai, hôtel qu'on ne présente plus du tout, avec une autre perspective, là encore, du crédit. Bref, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je précise que tous ceux qui n'ont pas pu assister à l'événement, vous pouvez désormais suivre l'événement en replay. Les replays sont disponibles dans la barre de description, vous avez les liens. Vous pouvez choisir la masterclass qui vous intéresse ou alors la totalité des replays de tout ce qui s'est fait sur les 2 jours, auditorium, panel, keynote, plus les masterclass. Bref, allez sur la page, vous allez vous-même avoir le choix de ce qui vous intéresse. Mais prenez le temps de prendre les replays parce qu'avec les replays, vous allez pouvoir suivre ce contenu-là autant de fois que vous le voulez. Le problème avec le fait de venir à l'événement ou de ne pas venir, c'est que vous savez bien qu'on retient à peine 10% des choses qui sont dites. En prenant la vidéo et en ayant accès à cela, vous allez avoir accès à de vraies pépites, à de vraies formations, notamment pendant les masterclass. Allez donc dès à présent prendre vos offres. Et d'ailleurs, en exclusivité, toutes les personnes qui vont prendre le pack complet, c'est-à-dire les masterclass plus les panels en stream, je vous offre gratuitement votre place à Back to Africa l'année prochaine. Que ce soit en streaming à distance ou alors en présentiel au Palais des Congrès, vous pouvez le faire. D'ailleurs, les dates pour l'année prochaine sont déjà connues vu qu'on réserve le palais 1 an à l'avance. Ce sera toujours le dernier week-end de septembre. Et je pense que l'année prochaine, ce seront les 25-26 septembre au Palais des Congrès. Prenez donc dès à présent les replays et bénéficiez d'une place gratuite. C'est une offre juste incroyable. Pour l'instant, allons écouter les 3 panélistes en duel. Let's go! Bon, mais hier, on était à un dîner, justement le dîner des panélistes pour qui se connaissent. Et c'est très intéressant parce que pendant ce dîner, on a beaucoup parlé de financement et on a entendu des théories totalement différentes. Et je me suis dit, ça, il faut que vous entendiez ça. Donc, on a improvisé ce panel que vous allez suivre maintenant, suite au dîner d'hier. Parce que c'est bien que vous nous voyez tous venir parler là, mais c'est aussi bien que vous sachiez que parfois, on n'est pas d'accord. Et ce à quoi vous allez assister maintenant, c'est des versions vraiment pas d'accord. J'espère que ça va être dans la même teneur qu'hier soir. Et qu'on ne va pas avoir une version polie ici maintenant. Mais pour que ça se fasse, en réalité, je voulais vous faire une surprise parce qu'on a ici aujourd'hui 2 invités qui étaient déjà là l'année dernière et qui ont décidé de venir soutenir, encourager ce qu'on fait, même s'ils n'étaient pas panélistes. Et donc, ça, bien évidemment, j'ai trouvé que c'était de la grandeur d'esprit et il faut qu'on le souligne. Et je souhaitais que vous puissiez acclamer l'homme qu'on ne présente plus aux chaussettes rouges. Stanislas Zézé. Plus fort, plus fort, plus fort.
Avec lui, un autre qui était à l'année dernière. Et j'estime qu'on n'a pas assez profité de lui l'année dernière. Et il est devenu entre-temps la révélation sur les réseaux sociaux en termes de finances personnelles, le banquier Jean-Claude Tchipama. Plus fort, plus fort, plus fort. On a deux profils. On a deux profils de financiers. Saluez-vous d'abord. Ils ne sont pas d'accord. On a deux profils de financiers. Philippe, regarde, je les installe comme ça pour toi. Et il y a quelqu'un hier qui, pendant leur discussion, est venu faire l'arbitre. Un industriel, Bertin Tchofo. Alors Philippe, quelques règles. On laisse terminer l'argumentation de chacun. Oui. Pas de coups en dessous de la ceinture, messieurs. Bon match à vous, enfin bon panel à vous. Ok. Merci beaucoup. Alors, on va aller droit au but. On n'a pas beaucoup de temps, mais il faut absolument que ces différentes visions, parce qu'en fait, ce sont des visions du financement, soient mises sur la table. Jean-Claude, tu viens d'entendre ici Ibrahima Silla, qui a dit haut et fort qu'il est parti de 50 €. Qui n'a pas 50 €? Et il est parvenu à avoir aujourd'hui une société qui vaut plus d'1 million, sans aucun financement. Et il dit, faites comme moi pour avoir la tranquillité de l'esprit. En gros, les banquiers comme toi, vous nous faites perdre la tranquillité de l'esprit? Tu sais, Philippe, je suis chrétien. Je suis chrétien, je témoigne de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, emprunter pour consommer, c'est de l'aliénation. Emprunter pour multiplier, c'est une bénédiction. Les punchlines commencent. Mais Stanislas, hier tu nous as dit, avec beaucoup d'assurance et même de fermeté à un moment donné, Philippe, on n'emprunte pas quand on n'y est pas obligé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire? Allô? Ça marche? Oui, quand on sait que tu fais de l'immobilier, parce qu'on connaît Stanislas sous la notation financière, mais tu fais de l'immobilier, tu construis des immeubles et tu dis qu'il ne faut pas emprunter sauf quand on y est contraint. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre. Déjà, comprenez que les banquiers ne sont pas des philanthropes. Ils font du business. Donc, ça veut dire que si vous comprenez comment fonctionne la banque et les taux d'intérêt qu'on vous facture, si vous prenez le temps de regarder vos tableaux d'amortissement, vous n'allez jamais emprunter en réalité. Mais ceci dit, on n'emprunte que quand on a besoin d'emprunter, quand on n'a pas le choix. C'est extrêmement important de se rappeler de ça. On n'emprunte pas pour consommer, je suis d'accord avec le banquier, on emprunte pour investir, mais on emprunte non seulement quand on en a besoin, et on n'emprunte pas pour emprunter, parce que si vous empruntez à 15% et que le business dans lequel vous allez investir va vous rapporter 10%, ça n'a pas de sens d'emprunter. Ça veut dire trouver un autre business qui va vous procurer 30%. En réalité, quand je dis qu'on emprunte quand on est obligé d'emprunter, c'est-à-dire qu'on emprunte quand c'est nécessaire, mais il faut savoir emprunter. C'est ça le plus important. Je comprends que des fois, quand l'argent est disponible, on est tenté de le prendre, mais il est extrêmement important de comprendre que l'argent coûte extrêmement cher. Donc, quand vous n'avez pas besoin d'emprunter, n'empruntez pas. Déjà, les banquiers ne financent pas l'amorçage. C'est-à-dire, quand vous commencez un business, comptez sur vos propres revenus jusqu'à arriver à un niveau où vous êtes dans une position de force de négociation. Ce que ça veut dire, je prends l'immobilier par exemple. Quand je construis, moi, un immeuble, je construis le gros œuvre
sur fonds propres. Avec le banquier, je construirais l'immeuble, le gros œuvre, en 1 an. Mais sans lui, je construirais en 5 ans, mais je ne suis pas pressé. Par contre, quand j'arrive pour emprunter pour les finitions, j'ai déjà investi moi-même, donc je suis dans une position de force, de négociation sur les conditions de l'emprunt. J'ai le choix. S'il me finance, je finis les finitions en 1 an. S'il ne me finance pas, je les finis en 5 ans, mais je les finis tout de même. Donc vous gagnez, ça veut dire que ça, et vous ne perdez pas de l'argent, vous gagnez de l'argent. Donc il faut savoir emprunter, mais emprunter quand c'est nécessaire. N'empruntez pas juste parce que l'argent est disponible. Alors, Bertin, toi, tu es industriel, on le sait tous ici. Il se trouve que quand tu es rentré au Cameroun, avec tes économies que tu avais fait ici en France, tu as raisonné comme Ibrahima Silla. Tu t'es dit, je veux investir avec mon argent. Je ne veux pas prendre le crédit de la banque. Mais, à notre grande surprise, aujourd'hui, tu dis que c'était une erreur. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a fait dire plus tard que c'était une erreur? Philippe, c'était une erreur monumentale, je confirme. Philippe, mais avant tout, je veux présenter mes excuses. Peut-être le fait de dire que les convictions religieuses de certains ne les permettent pas d'utiliser le crédit. J'ai heurté la sensibilité de certains. Je m'excuse peut-être pour ces propos-là. Mais en réalité, moi qui suis assis ici, je suis chrétien et je suis un produit de M. Amou Hashmi qui est un musulman et de M. Léon Choukoum qui est juif. Donc, dans les affaires, il n'y a pas de tribu. Pour que vous compreniez, c'est eux qui tiennent ma main en Europe et m'amènent dans le monde McDonald's où j'ai pu obtenir les marchés. Donc, je m'excuse vraiment si ce propos-là a peut-être heurté certaines personnes. Maintenant, ceci étant dit, je maintiens ma position. Je ne peux pas aujourd'hui, parce que j'ai fait les erreurs, c'est d'ailleurs pour ça que je suis à Back to Africa, pour expliquer aux gens ce que j'ai fait de bien, mes échecs et comment ils peuvent éviter ça. En industrie, je reste dans le domaine industriel, c'est impossible de fonctionner sans crédit. Quelle que soit la manne financière que votre famille a, vous ne pouvez pas en industrie me dire que vous allez fonctionner sans crédit. C'est incontournable. D'ailleurs, même si tu as ton argent, tu veux importer, tu vas tirer les traites bancaires. En ce moment, c'est toujours du crédit. Donc, quand je pars au Cameroun, pourquoi je dis que c'était l'erreur monumentale, c'est que quand tu as ton argent en industrie et tu dis avec l'arrogance que j'avais, et quand je me suis cassé le nez, je me suis j'ai baissé d'un clan, l'arrogance est partie, parce que quand je suis allé au Cameroun, personne ne pouvait me parler, j'avais de quoi investir et je n'avais pas besoin des banques, comme j'avais dit à un ami. Et juste avant de démarrer, j'ai compris que je ne pouvais pas démarrer sans la banque parce que je n'avais pas de matières premières, je n'avais pas fait de finition, je n'avais pas de groupe électrogène. Et j'ai plus dépensé, pourquoi? Parce que je naviguais à vue. N'ayant pas pris un crédit, personne. Si un banquier vous dit que votre projet est bancable, ça vous rassure à 50% que vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'ils ne font rien pour rien. Ce sont les gens qui prennent tout, même ce qui ne les appartient pas. S'ils ont la possibilité de prendre, ils prennent. Ce qui fait que quand tu pars vers la banque, si lui, il étudie ton projet, il te dit c'est bancable, c'est que tu es sur la bonne voie à 50%. La deuxième chose, c'est qu'il t'exige certaines choses. L'assurance tout risque, qui est aussi bénéfique pour toi. Ça veut dire que vous êtes déjà à 3 sur le business. Il y a le banquier qui veille sur toi, il y a l'assureur qui veille sur toi parce qu'il a mis son argent pour assurer ton entreprise et le risque est partagé. Et l'État qui te regarde aussi parce que l'argent du banquier, c'est les épargnes de ses citoyens.
Vous comprenez un peu? C'est dans ce sens que je dis, c'est aussi bénéfique, même si vous avez de l'argent qui peut couvrir votre activité dans l'industrie, c'est toujours bien d'associer tout ce monde-là. Parce que quand j'avais investi mon argent personnel, je n'avais jamais eu l'intention d'assurer l'entreprise tout risque. Personne n'exigeait, puisque je ne devais rien à personne. Donc, le crédit est nécessaire pour l'industrie. Ne faites plus les erreurs que j'avais commises au départ. Alors, Stanislas, la divergence est née hier parce que on a pris un exemple simple, un jeune ici dans la diaspora qui a de l'argent, qui peut aller lancer un projet, par exemple immobilier au pays. La question qui se posait, c'est est-ce qu'il prend son argent pour construire son immeuble? Et toi, tu disais oui. Et Jean-Claude disait non. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, d'après toi, il faut prendre son propre argent pour construire, par exemple, son immeuble? Alors, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que ce que Bertin vient de dire, c'est très important. Je vais prendre le cas de l'Afrique, puisque nous sommes tous en Afrique. Je dis, ça n'a pas de grande valeur si tu prends de l'argent qui va coûter beaucoup plus cher que tes revenus, les revenus de ton investissement. Parce que là, il parle d'assurance et des taux d'intérêt que le banquier va pratiquer. Ce que ça veut dire en réalité, ça veut dire que l'emprunt, il est garanti à 100%. Et donc, quand l'emprunt est garanti à 100%, il devrait normalement avoir un impact sur le coût de l'argent. Et pourtant, en Afrique, ça n'a jamais un impact sur le coût de l'argent. Donc, c'est de la gruge, en réalité. C'est-à-dire qu'on vous dit, parce que la garantie, c'est quoi? La garantie, c'est pour couvrir la probabilité de défaut, donc la probabilité de non-paiement, et couvrir la sévérité de la perte en cas de défaut. Mais quand c'est couvert à 100%, ça veut dire qu'il n'y a aucune probabilité de défaut, il n'y a aucune probabilité de perte. Et puisque dans le taux d'intérêt, il y a l'opportunité d'investir et il y a le coût du risque. Si c'est couvert à 100%, il n'y a plus de risque. Donc pour moi, si vous avez la possibilité de construire, ne serait-ce que le gros œuvre de votre maison, vous réduisez le montant que vous devez éventuellement emprunter. Donc vous réduisez le coût final de votre projet. Donc il ne faut pas emprunter juste parce que l'argent est disponible, ou on vous donne, des fois il y a des aberrations, on vous dit, on vous prête 1 million d'euros, mais vous mettez en DAT 1 million d'euros. Donc vous gardez vos 1 million d'euros, vous ne les utilisez pas. Sauf que vos 1 million d'euros sont rémunérés à 3% nantis, et vous payez 8, 9, 10, 11% sur les 1 million d'euros que vous empruntez. Ça n'a même pas de sens. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, mais moi personnellement, je ne sais pas si c'est peut-être parce que je suis financier, mais je ne ferai jamais cette erreur. Enfin, ça me paraît tellement gros et tellement évident. Moi, j'ai 1 million d'euros que vous rémunérez à 3%, je le mets dans un DAT de nantis, et vous me prêtez les 1 million d'euros et que je paye à 12%. Enfin bon, il y a un problème là. Enfin, je ne sais pas, vous ne voyez pas le problème, vous? Moi, je vois le problème là. Alors, Jean-Claude, il apparaît ici que tu es le méchant. Manifestement, c'est toi qui t'enrichis sur le dos des industriels, des entrepreneurs. Hein? Explique-nous pourquoi, d'après toi, si j'ai 1 million d'euros, je veux construire un immeuble, plutôt que de mettre mon 1 million d'euros dans la construction, vaudrait mieux que je vienne te voir pour que tu me prêtes le 1 million d'euros. D'abord, soyons réalistes. Qui est dans la salle à 1 million d'euros? Mais donnons des exemples qui nous concernent. Vous donnez des exemples des gens riches, nantis, bénis, héritiers et tout ça. Nous ne sommes pas des héritiers. Je ne sais pas s'il y a un héritier ici dans la salle. Mais toi et moi, nous sommes des gens qu'on appelle issus de l'effort personnel. Ça veut dire j'ai mis 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros. Je mets petit à petit.
Je n'ai pas de cuillère dans ma bouche pour avoir 1 million. Ce cas de figure n'est pas réel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Donc, à partir du moment que vous n'êtes pas d'accord, à quoi ça sert un banquier? Un banquier, premièrement, c'est ton conseiller. Il est ton conseiller. Écoute, Bertin, voici, il faut faire ceci. Voici, il faut faire ça. Et toi, tu écoutes attentivement. Pourquoi? Parce que le banquier, il est au milieu du village. Il a une vision 360 degrés de l'activité économique du pays. Même le gouvernement le consulte en disant « Monsieur le banquier, que pensez-vous? Est-ce que telle politique est bonne ou pas? Monsieur l'entrepreneur ». C'est pour ça que la banque est étroitement surveillée. Parce que les banquiers, c'est votre conseiller. Alors, si je peux te donner un conseil, apprends. Je ne te demande pas d'aimer le banquier, mais à le fréquenter, à le côtoyer, à faire de lui un ami. C'est le premier rôle du banquier. Le premier rôle du banquier, c'est de conseiller. Nous ne sommes pas de voleurs de maison. Non, non. Nous n'avons rien à faire. Nous n'avons, j'ai dit, je répète, nous n'avons rien à faire. Nous ne sommes pas une agence immobilière. Allez voir Pathé et les autres pour devenir agence immobilière. Aucune banque ne veut avoir dans ses avoirs un portefeuille de maison qu'elle ne peut pas vendre. Donc quand on parle de collatéral garanti à 100%, voire 120%, c'est de la réglementation bancaire de tous les pays du monde. Ce n'est pas le rôle du banquier. Mais par contre, quand on parle du cash collatéral, ça veut dire que c'est une garantie liquide. C'est une, chez moi en RDC, on n'a pas parlé de RDC, hein. Les Sénégalais ont parlé ici, chez nous en RDC. Est-ce que RDC est dans la salle? Voilà. Alors, chez nous en RDC, si tu as un cash collatéral, je ne vais pas donner un exemple d'1 million. Je parle de $1000, $5000, $10 000. Ça nous parle plus, nous qui sommes dans la salle. Des exemples comme ça. Si tu viens, tu me mets ça sur 12 mois, je te rémunère pas à 3%. En RDC, je te rémunère à 5%, à 6%. Par contre, si tu viens demander un crédit qui est 100% couvert avec un cash collatéral, mais dans ce cas-là, je peux te donner un crédit à 7%, à 8%. Donc, ça veut dire que le 1% ou 2% qui constitue le coût du capital emprunté dans ce cas-là, constitue le risque que nous allons partager. Mais ton argent, tu as acheté ton immeuble, Philippe, tu l'as construit, ton argent est toujours là. Ta femme et tes enfants, ils te regardent. Parce que nous faisons souffrir nos enfants, nous faisons souffrir nos femmes avec des projets d'investissement, ton épargne. Oui, les femmes, elles sont gentilles, elles ne nous quittent pas. Mais la vérité, c'est que... Non, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Ton argent épargné pendant 5 ans, pendant 10 ans, c'est le fruit de l'effort et des sacrifices, des vacances privées, des restaurants privés. Cet argent, j'ai envie de le voir. Fais ton projet, prends ton emprunt. Ensuite, troisième raison, quand tu empruntes, tu prouves que tu es un bon gestionnaire. Parce que tu peux intégrer le coût du capital dans la rentabilité de ton projet. Si ce n'est pas le cas, alors retournons à la maison, parce que dans ce cas-là, il n'y a aucun risque que tu veux prendre au banquier. Ne vous laissez pas distraire. C'était... Mais non, ça c'est du... Dernière intervention de tout le monde. J'ai pas fini. C'est du prêche. Non. Je termine. Ma conclusion. Attendez. Je termine. Ok. Maintenant, court. Court. Le vrai défi, et ça c'est le vœu de mon cœur, le vrai défi, c'est de pouvoir
mettre en place des fonds accessibles sans garantie. Je vous promets qu'on va y travailler. Ça veut dire que tu as un projet, dès lors qu'il est bon et que nous t'avons formé à l'inclusion financière et à l'entrepreneuriat, dans ce cas-là, nous pourrons te financer parce que nous allons te suivre pour permettre d'amorcer. Le fonds d'amorçage, là, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que beaucoup n'ont pas même le peu pour amorcer. Oui, vous avez écouté avec patience et religieusement l'expert financier et le banquier. Au fait, ce sont les mêmes gens. Hein. Il faut comprendre. Lui, de l'autre côté, il balaie devant sa cour, il essaye de vous dire si vous amenez ça, vous allez ça. Non, c'est faux. Quand ils sont là, le banquier ne vous prête pas de l'argent pour que vous partez faire les bénéfices. Comprenez ça clairement. Ce qu'il dit que je l'écoute comme conseil. Oui, on les appelle les conseils à la banque, mais il faut beaucoup faire attention. C'est pour ça que l'expert financier ne prête pas de l'argent. Parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent les deux. Parce que lui, il prend plus qu'il en fallait, il vous dit des choses, au fond ce n'est pas ça. Mais la réalité c'est que quand tu veux faire les affaires, il y a les ennemis condamnés à marcher ensemble. C'est le banquier, c'est l'assureur, c'est les impôts. Si tu ne peux pas être d'accord avec eux, mais tu dois faire avec eux. Je ne vois pas un industriel qui peut fonctionner sans les impôts, sans la banque et sans les assureurs. C'est impossible. Sinon, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Je veux me lever, je veux vous dire quelque chose. Les gens qui nous disent aujourd'hui, ils vous disent, Monsieur Tchipama, ils vous disent, Monsieur Tchipama vous dit, si vous déposez 120% de garantie, il vous donne de l'argent. Il se fout de la gueule du monde. Allez voir les expatriés. On est sur le marché en Afrique ensemble. L'expatrié vient avec son passeport. Son passeport. Il vient, on te dit, il a la couverture diplomatique. Il a ceci, il a cela. Il vient, on part dans nos épargnes. On lui donne 100 milliards sans aucune garantie. Vous pouvez voir au Mali, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. On les donne ça, sans aucune garantie. Mais quand nous, les nationaux, on arrive, ils demandent, il faut les garanties. Tu apportes, il en faut. Tu viens même avec le terrain où il y a la tombe de ton père, il prend. Il prend ça comme garantie. C'est ce que nous autres on vit. Je vous dis, c'est la réalité. C'est ce que nous autres on vit. Il prend, même là où il y a la tombe de ton père, il prend le papier, il met à côté. Et demain, quand tu n'arrives pas à rembourser, il te montre quelqu'un qui peut racheter ton crédit. Il dit, ce n'est pas grave, tel peut racheter ton crédit, on peut revoir comment mettre tes activités en marche. Pour vous dire quoi? Et monsieur, je préfère dire monsieur l'expert. Se connaissant avec lui, ils se connaissent entre eux, il vous dit, quand tu veux construire l'immeuble, je préfère, au lieu de construire en 1 an, le construire en 5 ans, les grosses œuvres, et faire les finitions en 5 ans. 10 ans. Mes frères africains, avez-vous de l'argent? C'est les riches qui fonctionnent comme ça. Avez-vous de l'argent? Avez-vous... Quand il parle de l'immeuble, ces immeubles, c'est dans les... On a parlé de celui de mon frère Song. C'est les 6 millions. As-tu 3 millions d'euros que tu dois construire, attendre 5 ans, aller chercher, réunir encore 3 millions d'euros, aller faire les finitions et ce qu'il nous trompe. Merci. Ces gens-là nous trompent. Mais on n'est pas riches. On va y aller. Ce sont des riches, ce sont des gens qui ont une fortune. Et ils sont en train de nous distraire. Ils sont en train de nous distraire. Est-ce que, regardez les États-Unis, ce n'est pas le pays le plus endetté du monde? Quand ils parlent, quel pays peut parler au monde? Oh, regardez la Chine pour arriver où ils sont.
Ils n'ont pas sacrifié, tu ne pouvais pas faire 2 enfants. Ton père était menuisier, tu continues à faire la menuiserie, même comme tu es fils unique, pour arriver là où ils sont. Mes frères, si nous voulons porter l'Afrique là, ce n'est pas avec nos propres moyens. Tandis qu'ils disent ça, les expatriés sont chez nous. Ils les prêtent des centaines de millions. On est sur le marché, on devient leur revendeur. Ils produisent. Et quand vous allez même rentrer en Afrique, vous saurez que les agents, les techniciens de surface de ces expatriés qui ont tout occupé dans tous les domaines parce que les Chipama les ont prêté de l'argent à des taux faibles et nous ont empêchés d'avoir accès à ces prêts-là. Merci Bertin. On va laisser Stan conclure. Alors, non, je vais pas... On va laisser Stan conclure. Attendez, je fais ma conclusion. Pour conclure. Alors, je vois que vous aimez le populisme, c'est très bien. C'est bien, hein. Vous savez, le business, c'est pas le populisme. Hein. Peut-être que ça c'est rigolo, on applaudit et tout ça. Mais je vous parle en tant qu'expert de risque management. Et s'il y a une chose que vous devez retenir de tout ce que je vous ai dit, empruntez que quand vous en avez besoin, sérieusement. Et quand vous en avez besoin, empruntez dans les meilleures conditions possibles. Ce que ça veut dire, vous devez vous mettre dans une position de crédibilité suffisamment solide pour pouvoir améliorer les conditions d'emprunt. Pour ceux qui vivent en Afrique, vous savez très bien qu'accéder au financement, c'est la croix et la bannière. Donc, quand vous accédez finalement au crédit, les gens ont l'impression que c'est le Saint Graal, donc on le prend, quelles que soient les conditions, ce qui est une erreur, parce que rappelez-vous que vous devez rembourser. Le banquier vous dit, vous garantissez à 120%. Mais pourquoi vous voudrez garantir à 120% un prêt sur lequel, lui, il aura une rémunération? Et donc, je vous dis, empruntez quand c'est nécessaire. Tout à l'heure, j'ai parlé de faire un immeuble en 10 ans. Mais c'est pas mon... J'ai construit un immeuble, mais je ne vis pas de ça. Ce que je veux dire, j'ai un business. L'immobilier, finalement, c'est la base de la richesse. Donc, c'est parce que j'ai construit une entreprise qui fonctionne bien qu'aujourd'hui, je peux construire de l'immobilier. Et donc, chaque fois que vous pouvez investir, pas toutes vos économies, revenons à des montants raisonnables, si vous voulez. Si vous avez 10 000 euros que vous voulez investir dans un business, investissez 6 000 ou 7 000 et économisez 3 000. Mais ne prenez pas systématiquement un crédit, parce qu'en réalité, quand vous écoutez, vous avez un cash collatéral. Okay? Vous avez un cash pour garantie, vous prenez 10 000 euros, vous avez vos 10 000 euros que vous gardez. Vous pensez que c'est quelque chose de safe? Non, c'est nanti. Ce que ça veut dire, si vous ne remboursez pas, on prend vos 10 000 euros pour rembourser. Donc ce n'est pas pour vous. Vous ne dormez pas tranquille. Vous dites non, j'ai mes 10 000 euros qui sont toujours mon épargne. Ce n'est plus votre épargne puisque c'est nanti. C'est une garantie, ça ne vous appartient plus. Donc quand le banquier vous dit que vous avez l'argent, vous allez dormir tranquillement, mais ce n'est pas vrai, ça ne vous appartient pas. C'est nanti. C'est ce que ça veut dire, nanti. Donc, je vous dis sérieusement, empruntez quand c'est nécessaire et il faut savoir emprunter. Parce que quand on emprunte pour rembourser. Quand vous ne remboursez pas, tout ce que vous avez mis en garantie devient la propriété du banquier. Merci. Merci beaucoup. Alors, on arrive au thème. Vous voyez quand j'ai dit qu'il fallait absolument que vous ayez un aperçu de ce qu'on a eu hier. Je ne peux pas répondre, c'est ça? Non, j'ai le droit de réponse, non, quand même. Je propose qu'on... Une minute. Une minute? Oui, une minute. Pendant qu'on s'en va? Oui, une minute. Ce que Stan a dit est vrai, mais en partie. Parce que si tu as 10 000 euros, tu empruntes, tu les mets en nantissement et que tu empruntes 10 000, c'est bon. Mais est-ce que ta vision est de 10 000? Non. Réponds-moi. Non, ta vision est de 5 millions. Mais comment tu vas y arriver? Tes 10 000 te permettent d'ouvrir la porte à 20 000. Loïc est là, il a expliqué.
à 50 000, demain à 100 000, à 500 000. La banque est là pour vous accompagner, pour vous permettre d'accélérer. Parce que les marchés, la concurrence ne vous regarde, elle ne va pas vous laisser faire. Merci. La deuxième chose, pour terminer, 30 secondes. Oui, 30 secondes, c'est que nous devons être maîtres du capital. Parce que le capital, là, aujourd'hui, il appartient, pour la plupart de nos pays, à des étrangers. Donc, toi et moi, nous avons la responsabilité de nous lever et de constituer progressivement un capital. C'est pour ça que j'ai un rêve. Mais je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. Je vous en parlerai à des occasions prochaines. Il faut qu'on se rêve, qu'on travaille pour constituer le capital, de sorte que nous pouvons faire de la discrimination positive. Merci beaucoup. On va prendre une photo rapidement quand même. On va prendre une photo. Non. On vous laisse prendre une photo, on vous applaudit. Philippe, en une autre séquence, il nous reste très peu de temps.